Des brutes déchirent la robe de la nouvelle, grosse erreur, c'est une combattante inarrêtable. Léa Dubois se tenait à l'entrée du lycée Victor Hugo, serrant les bretelles de son sac à dos usé, tandis que les élèves la dépassaient comme si elle était invisible. À 16 ans, elle était petite pour son âge, à peine 1,50 m avec des cheveux châtains clairs sans éclat qui pendaient mollement autour de son visage pâle. Ses vêtements étaient simples et discrets, des trouvailles de friperie que sa grand-mère avait soigneusement raccommodées, et ses lunettes à monture épaisse glissaient constamment sur son nez. Elle avait déménagé ici, depuis 3 régions, après la mutation professionnelle de sa grand-mère, laissant derrière elle la seule vie qu'elle ait jamais connue. Les couloirs du lycée Victor Hugo bourdonnaient du chaos typique du lundi matin. Les casiers claquaient, les baskets crissaient sur les sols cirés, et les conversations sur les soirées du week-end emplissaient l'air. Léa se frayait un chemin à travers la foule avec une invisibilité pratiquée, gardant la tête baissée et ses pas rapides. Elle avait appris il y a longtemps qu'attirer l'attention se terminait rarement bien pour quelqu'un comme elle. « Fais attention où tu vas, la bizarre !» grogna une voix alors qu'une épaule musclée la heurtait délibérément, faisant tomber ses livres au sol. Théo Garnier, le quarterback vedette du lycée, se tenait au-dessus d'elle, dominant à 1,85 m de pure arrogance. Ses cheveux blonds foncés étaient parfaitement coiffés et sa veste de sport affichait fièrement ses réalisations athlétiques. Derrière lui se tenait son équipe habituelle, Chloé Lemaire, une pom-pom girl aux cheveux blonds platine et au rictus perpétuel, et Manon Roussel, dont la richesse familiale lui avait acheté la popularité depuis l'école primaire. Léa se dépêcha de ramasser ses affaires éparpillées, murmurant des excuses, bien que Théo soit celui qui avait initié le contact. Elle avait déjà dansé cette danse, se taire, nettoyer, passer à autre chose. Mais alors qu'elle atteignait son manuel de chimie, la basket coûteuse de Théo s'abattit violemment sur ses doigts. « J'ai dit, fais attention », répéta-t-il, appuyant juste assez pour la faire grimacer. Chloé gloussa derrière lui, le son aigu et cruel. « Peut-être qu'elle a besoin de lunettes », intervint Manon, bien que Léa les portait déjà clairement. « Oh, attends, elle a déjà ces trucs moches. Peut-être qu'elle a besoin d'une opération du cerveau. » La petite foule qui s'était rassemblée rit en chœur, leur divertissement se faisant à ses dépens. Léa retira sa main et serra ses livres contre sa poitrine, retenant les larmes qui ne feraient qu'empirer les choses. Elle s'éloigna aussi vite que ses jambes tremblantes le lui permettaient, mais pas avant d'entendre la dernière remarque de Théo. « Bienvenue au lycée Victor Hugo, la nulle. J'espère que tu as apporté une peau épaisse. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer, c'était que sous l'extérieur timide de Léa se cachait quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne pouvaient le comprendre. Depuis 8 ans, depuis qu'elle avait 8 ans, Léa s'entraînait aux arts martiaux mixtes avec son oncle Maxime, un ancien opérateur des forces spéciales qui avait vu trop de combats pour jamais laisser sa nièce sans défense. Chaque matin à 5 heures, elle était dans son garage, transformée en dojo, apprenant des techniques qui pouvaient neutraliser des hommes adultes 2 fois plus grands qu'elle. Sa grand-mère pensait que c'était juste un passe-temps, un moyen de renforcer sa confiance et de rester en forme. Elle n'avait aucune idée que Léa pouvait casser des côtes à main nue ou qu'elle avait mémorisé 17 façons différentes de rendre quelqu'un inconscient. Mais Léa avait promis à son oncle qu'elle n'utiliserait jamais ses compétences à moins que sa vie ne soit réellement en danger. « Le moment où tu donneras le premier coup de poing avec colère, » l'avait-il averti, « tu deviendras tout ce que nous t'avons entraîné à combattre. » Alors, elle endura, elle resta silencieuse, et elle laissa des gens comme Théo Garnier penser qu'ils avaient du pouvoir sur elle. La première semaine au lycée, Victor Hugo passa dans un tourbillon d'humiliations mineures. Théo et son équipe l'avaient marqué comme une proie facile, et il saisissait toutes les occasions de lui rappeler sa place dans la hiérarchie sociale du lycée. Il renversait accidentellement des boissons sur elle pendant le déjeuner, faisait tomber ses livres de ses mains entre les cours et répandait des rumeurs sur elle, la décrivant comme tout, de la pauvre blanche à une ermite bizarre qui se parlait à elle-même.
Pendant sa deuxième semaine, le harcèlement s'intensifia au gymnase. Léa avait été dispensée de participer au volley-ball en raison d'un mot falsifié affirmant qu'elle avait une entorse au poignet. En réalité, elle était terrifiée que ses capacités athlétiques ne révèlent son entraînement. Elle était assise seule dans les gradins, essayant de terminer sa dissertation d'anglais pendant que le chaos éclatait sur le terrain en dessous. Théo avait convaincu l'entraîneur Moreau de le laisser aider à l'entraînement de volley-ball des filles, affirmant qu'il voulait aider avec les techniques d'entraînement. En réalité, il utilisait l'occasion pour se montrer à Chloé et Manon, tout en rendant la vie de Léa misérable. Pendant une pause dans le jeu, il attrapa un ballon de volley-ball et le lança directement sur sa tête avec suffisamment de force pour la faire tomber à la renverse du siège des gradins. « Attention, la myope !» cria-t-il, alors que Léa s'écrasait au sol, ses papiers s'éparpillant et ses lunettes glissant à travers le gymnase. L'impact lui avait fendu la lèvre, et elle goûta le sang alors qu'elle essayait de ramasser ses affaires avec une vision floue. « Oh mon Dieu, Théo, tu aurais pu la blesser gravement !» rit Chloé, bien que son ton suggérait qu'elle trouvait la perspective amusante plutôt qu'inquiétante. « Elle va bien !» répondit Théo, trottant pour se dresser au-dessus de Léa. « Tu vas bien, Léa ? Dis à tout le monde que tu vas bien. » Les mains de Léa tremblaient alors qu'elle cherchait ses lunettes, les localisant finalement à plusieurs mètres avec un verre fêlé. À travers sa vision endommagée, elle pouvait voir toute la classe regarder son humiliation comme si c'était un divertissement. Même l'entraîneur Moreau semblait plus ennuyé par la perturbation qu'inquiété pour son bien-être. « Je vais bien », murmura-t-elle, les mots à peine audibles à travers sa lèvre gonflée. « Plus fort !» exigea Théo. « Je ne pense pas que tout le monde t'ait entendu. »« Je vais bien !» répéta-t-elle, élevant sa voix juste assez pour le satisfaire. À l'intérieur, elle calculait exactement combien de coups il faudrait pour le faire tomber là où il se tenait. Mais la voix de l'oncle Maxime résonna dans sa tête, lui rappelant la promesse qu'elle avait faite. Le harcèlement continua quotidiennement. Théo la faisait trébucher à la cantine, faisant voler son plateau de déjeuner et recouvrant ses vêtements de nourriture. Chloé répandait des rumeurs sur son hygiène et ses antécédents familiaux, tandis que Manon utilisait son influence sur les médias sociaux pour publier des photos peu flatteuses de Léa qui avaient été prises sans permission. Le reste du lycée ignorait le harcèlement ou y participait activement, considérant Léa comme des dommages collatéraux acceptables dans leur quête pour rester du bon côté de Théo. 3 semaines après son arrivée au lycée Victor Hugo, Léa avait développé une routine conçue pour minimiser le contact avec ses bourreaux. Elle arrivait tôt pour éviter la foule du matin, déjeunait à la bibliothèque au lieu de la cantine et partait immédiatement après la dernière sonnerie. Mais les routines, apprit-elle, ne fonctionnaient que lorsque les autres les respectaient. C'était un jeudi après-midi, et Léa se dépêchait vers la sortie quand elle entendit son nom être appelé derrière elle. Son estomac se noua lorsqu'elle reconnut la voix de Théo, mais elle se força à continuer à marcher. Peut-être que si elle faisait semblant de ne pas l'entendre, il perdrait intérêt et trouverait quelqu'un d'autre à torturer. « Hé, Léa, je te parle !» Elle marcha plus vite, serrant les bretelles de son sac à dos si fort que ses jointures devinrent blanches. La sortie n'était qu'à 15 mètres, mais elle aurait aussi bien pu être à 15 kilomètres. Une main attrapa son épaule et la fit pivoter avec suffisamment de force pour la faire trébucher en arrière. Théo se tenait devant elle avec Chloé et Manon le flanquant, leurs expressions prédatrices et excitées. Il l'avait coincée dans un couloir vide, loin de tout professeur ou témoin qui pourrait intervenir. « C'est vraiment impoli, tu sais, » dit Théo, sa voix portant cette fausse amabilité qui précédait toujours quelque chose de terrible. « Quand quelqu'un appelle ton nom, tu es censé répondre. Ta famille de clochards ne t'a pas appris les bonnes manières ?» La mâchoire de Léa se serra à l'insulte envers sa grand-mère, mais elle se força à rester calme. « Je suis désolé, je ne t'ai pas entendu. J'essayais juste de rentrer chez moi. »« Oh, tu essayais de rentrer chez toi » répéta Chloé d'un ton moqueur. « La pauvre petite Léa veut courir à la maison vers sa vie pathétique. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Plus de vêtements de seconde main ?
Du fromage de supermarché? Un camping plein de gens tout aussi inutiles? Laissez-moi tranquille, dit Léa doucement, faisant un pas en arrière vers la sortie. Mais Manon s'était déplacée pour bloquer son chemin, la piégeant entre les trois brutes et les casiers. On essaie juste d'être amical, dit Manon avec une fausse douceur. Tu es ici depuis des semaines et on ne sait presque rien de toi. Genre, c'est quoi ton truc? Tu es vraiment pauvre ou tu t'habilles juste comme une sans-abri pour t'amuser? Théo rit et se rapprocha, forçant Léa à appuyer son dos contre les casiers métalliques froids. Je parie que c'est une de ces gamines qui vivent des allocations. Regardez ses vêtements. Cette robe est probablement plus vieille qu'elle. On dirait qu'elle a pillé le placard d'une grand-mère morte. La robe en question était en effet vieille, un simple motif floral qui avait appartenu à sa mère, soigneusement conservé par sa grand-mère et modifié pour s'adapter à la silhouette plus petite de Léa. C'était l'une des rares choses qui lui restaient de sa mère, décédée quand Léa avait 7 ans, et la porter lui donnait l'impression d'être connectée à un parent dont elle se souvenait à peine. « S'il vous plaît, » murmura Léa, détestant à quel point sa voix sonnait faible, « laissez-moi juste rentrer chez moi. »« Et si on ne veut pas ?» demanda Théo, tendant la main pour tripoter le tissu de sa robe. « Et si on pense que tu as besoin d'une intervention de mode ? Ce truc est tellement vieux qu'il est probablement en train de tomber en morceaux de toute façon. » C'est alors qu'il attrapa une poignée de la matière délicate et tira fort. Le bruit du tissu déchiré résonna dans le couloir vide comme un coup de feu. Léa regarda avec horreur la manche de la robe de sa mère se déchirer du corsage, exposant son épaule et le simple soutien-gorge blanc en dessous. Chloé couina de plaisir, tandis que Manon sortit immédiatement son téléphone pour enregistrer l'humiliation. « Oups !» dit Théo avec une innocence théâtrale. Elle était vraiment en train de tomber en morceaux. Peut-être qu'on devrait abréger ses souffrances. Il tendit la main vers une autre section de la robe et quelque chose à l'intérieur de Léa finit par craquer. 8 années d'entraînement explosèrent à travers ses muscles comme de l'électricité. Sa main droite jaillit en avant dans une frappe de paume parfaite, se connectant avec le plexus solaire de Théo, avec suffisamment de force pour le soulever de ses pieds. L'air s'échappa de ses poumons dans un sifflement et il se plia en deux, haletant comme un poisson hors de l'eau. Avant même que Chloé ne puisse comprendre ce qui s'était passé, le coude gauche de Léa se balança vers le haut dans un arc vicieux, attrapant la pom-pom girl directement sous le menton. Les dents de Chloé claquèrent ensemble avec un bruit audible et elle trébucha en arrière, du sang coulant de l'endroit où elle s'était mordu la langue. Manon laissa tomber son téléphone et essaya de courir, mais Léa l'attrapa par les cheveux et la fit pivoter. Un coup rapide au groupe nerveux juste en dessous de l'oreille de Manon la fit s'écraser contre les casiers, où elle glissa au sol dans un tas hébété. Théo, luttant toujours pour respirer, leva les yeux juste à temps pour voir le genou de Léa se diriger vers son visage. L'impact aplatit son nez avec un craquement humide, envoyant du sang couler en cascade sur son menton et sur sa précieuse veste de sport. Il tomba en arrière, heurtant le sol assez fort pour faire vibrer toute la rangée de casiers. « Espèce de folle !» hurla Chloé à travers sa bouche blessée, essayant de se remettre sur ses pieds. « Tu ne peux pas !» Le poing de Léa se connecta avec l'estomac de Chloé, la faisant retomber à genoux. « Ça, c'est pour avoir traité ma famille de clochards, » dit-elle calmement, sa voix dépourvue d'émotion. Elle se retourna vers Théo, qui luttait pour s'asseoir, tandis que le sang coulait de son nez cassé. « Et ça ?» dit-elle, l'attrapant par le col et le tirant sur ses pieds avec une force surprenante. « C'est pour avoir touché la robe de ma mère. » L'uppercut qui suivit envoya Théo s'écraser contre les casiers si fort que 3 portes s'ouvrirent. Il s'effondra au sol, inconscient avant de toucher le sol. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Léa se tenait au-dessus de ses bourreaux tombés, respirant fort, mais autrement calme. La robe de sa mère était ruinée, la déchirure exposant plus de peau qu'elle ne le souhaitait. Mais elle sentit une étrange sensation de paix s'installer sur elle. Pour la première fois depuis des semaines, le nœud constant d'anxiété dans son estomac avait disparu. Chloé gémissait sur le sol, serrant sa mâchoire et regardant Léa avec une terreur nouvelle.
Manon avait réussi à s'asseoir mais semblait avoir peur de bouger, ses yeux grands ouverts de choc. Théo restait inconscient, une fine ligne de bave se mélangeant au sang qui s'accumulait sous son visage. « Écoutez attentivement », dit Léa, sa voix portant une autorité tranquille qui fit tressaillir les deux filles conscientes. « Vous allez me laisser tranquille à partir de maintenant, toutes les trois. Vous n'allez pas me parler, me regarder, ni même penser à moi. Et si j'entends parler de vous en train d'intimider quelqu'un d'autre, n'importe qui, je vous trouverai et nous aurons une autre conversation. Vous comprenez ?» Chloé hocha la tête frénétiquement, les larmes coulant sur son visage. Manon réussit à émettre un petit couinement qui aurait pu être un accord. « Bien, » dit Léa, ajustant sa robe déchirée du mieux qu'elle pouvait. « Oh, et Chloé, supprime cette vidéo. Supprime-la tout de suite, ou le nez cassé de Théo sera le moindre de tes problèmes. » Chloé se précipita vers le téléphone tombé de Manon, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine utiliser l'écran tactile. Quand elle montra à Léa la vidéo supprimée, la plus petite fille hocha la tête approbativement. « Merci. Maintenant, quand Théo se réveillera, tu pourras lui dire que c'est ce qui arrive quand on s'en prend à la famille de quelqu'un. Et si l'une d'entre vous décide de signaler cela à l'administration, je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que vous avez fait pour provoquer ça. Quelque chose me dit que vos parents ne seront pas ravis d'apprendre que leurs enfants harcèlent des enfants dont les mères sont mortes. » Sur ce, Léa ramassa son sac à dos et se dirigea calmement vers la sortie, laissant le chaos dans son sillage. Derrière elle, elle pouvait entendre Chloé essayer de réveiller Théo, sa voix aiguë et paniquée. Le son fit naître un petit sourire sur les lèvres de Léa. La nouvelle de la bagarre se répandit dans le lycée Victor Hugo comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, chaque élève avait entendu une version de l'histoire, la plupart d'entre elles grandement exagérées. La nouvelle fille tranquille aurait hospitalisé 3 enfants populaires en quelques secondes. Elle était secrètement une ceinture noire de karaté. Sa famille était liée au crime organisé. Elle portait des armes dans son sac à dos. Aucune des rumeurs n'était entièrement exacte, mais Léa ne prit pas la peine de les corriger. Que les gens pensent ce qu'ils veulent, tant qu'ils la laissaient tranquille. Théo revint à l'école 3 jours plus tard, avec 2 yeux au beurre noir, un nez à tel, et une attitude visiblement plus discrète. La mâchoire de Chloé était enflée pendant une semaine, ce qui rendait douloureux pour elle de parler. Manon développa un tic nerveux qui la faisait sursauter chaque fois que quelqu'un s'approchait d'elle par derrière. Plus important encore, le harcèlement cessa complètement. Les élèves qui avaient auparavant ignoré l'existence de Léa lui adressaient maintenant des hochements de tête respectueux dans les couloirs. Les professeurs qui ne connaissaient pas son nom s'intéressèrent soudainement à ses performances scolaires. Même le concierge, M. Martin, lui fit un clin d'œil quand elle le croisa dans les couloirs, ayant apparemment entendu l'histoire et approuvé le résultat. 1 mois après la bagarre, Léa déjeunait à la bibliothèque quand quelqu'un s'approcha de sa table. Elle leva les yeux pour trouver un élève de seconde nerveux nommé Antoine Moreau, un gamin qu'elle reconnaissait comme l'une des anciennes victimes de Théo. « Léa ?» dit-il doucement, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je voulais juste te dire merci. Théo et ses amis me rendèrent la vie infernale, mais ils ne m'ont pas embêté une seule fois depuis. Tu sais, quoi que tu leur aies fait. » Léa hocha la tête en signe de reconnaissance mais ne dit rien. Antoine se tortilla inconfortablement pendant un moment avant de continuer. « Je sais que ce ne sont pas vraiment mes affaires, mais je voulais que tu saches qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui sont reconnaissants de ce que tu as fait. Théo terrorise les gens depuis des années et les professeurs n'ont jamais rien fait à ce sujet. Tu l'as arrêté en 30 secondes. »« Je ne l'ai pas fait pour les autres, » dit Léa doucement. « Je l'ai fait parce qu'il est allé trop loin. »« Je sais, » répondit Antoine, « mais ça a quand même aidé le reste d'entre nous. Alors, merci. » Après son départ, Léa resta assise seule avec ses pensées. Elle avait rompu sa promesse à l'oncle Maxime de ne jamais utiliser la violence à moins que sa vie ne soit en danger, mais elle ne pouvait se résoudre à se sentir coupable à ce sujet.
Théo et ses amis l'avaient tourmenté pendant des semaines, culminant dans une attaque contre la seule possession qui la reliait à sa mère décédée. Si cela ne justifiait pas sa réponse, rien ne le ferait. Plus important encore, elle avait appris quelque chose de précieux sur le respect. Pendant toute sa vie, elle avait cru que rester silencieuse et éviter les conflits était le chemin de la sécurité. Mais parfois, réalisa-t-elle, il fallait se battre pour sa place dans le monde. Il fallait montrer aux gens qu'on n'était pas une cible facile, que nous pousser avait des conséquences. La robe déchirée était irréparable, mais sa grand-mère avait compris quand Léa avait expliqué ce qui s'était passé. « Ta mère serait fière », avait-elle dit simplement. Pas de la violence, mais de toi qui t'es défendu. Elle ne laissait jamais personne la bousculer non plus. 2 mois après la confrontation, le lycée Victor Hugo ressemblait à un endroit complètement différent. Léa restait toujours principalement seule, mais c'était par choix maintenant, plutôt que par nécessité. Elle s'était fait quelques amis sincères parmi les autres enfants tranquilles et ses notes s'étaient considérablement améliorées maintenant qu'elle n'était pas constamment stressée à l'idée d'être prise en embuscade dans les couloirs. Théo ne s'était plus jamais approché d'elle, bien qu'elle le surprenait parfois à la regarder de l'autre côté de la cantine, avec un mélange de peur et de respect à contre-cœur. Chloé et Manon avaient reporté leur attention de harcèlement sur des cibles plus sûres en dehors de l'école, ayant apparemment appris que certaines personnes se défendaient. Par un après-midi chaud de vendredi en mai, Léa se dirigeait vers son casier quand elle entendit un son familier. Quelqu'un se faire pousser contre le mur, des livres s'éparpillant sur le sol. Elle se tourna pour voir Théo se dresser au-dessus d'un petit garçon de première année. Ses anciens schémas se réaffirmant maintenant que suffisamment de temps s'était écoulé. « Ramasse-le », disait Théo. « Tout, et la prochaine fois, fais attention où tu vas. » Le garçon de première année se précipita pour ramasser ses affaires, son visage rouge de gêne et de peur. D'autres élèves passaient, regardant résolument ailleurs pour éviter de s'impliquer. Léa sentit la colère familière monter dans sa poitrine, mais cette fois, ce n'était pas pour elle-même. Elle s'approcha lentement, ses pas délibérés et assez forts pour annoncer son approche. La tête de Théo se releva brusquement quand il la vit venir, et la couleur quitta son visage. Sa main alla instinctivement à son nez, qui avait guéri de travers et ne serait plus jamais tout à fait correct. « Un problème ici ?» demanda Léa calmement, bien que ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Théo. « Pas de problème », dit Théo rapidement, faisant un pas en arrière du garçon de première année. « Juste, pas de problème. »« Bien, » répondit Léa, « parce que je détesterais penser que tu n'as rien appris de notre dernière conversation. » Théo attrapa son sac à dos et s'éloigna précipitamment sans dire un mot de plus, laissant le garçon de première année regarder Léa avec quelque chose qui ressemblait à de l'adoration. « Merci », murmura le garçon. Léa l'aida à ramasser le reste de ses papiers éparpillés. « Comment tu t'appelles ? Josh Martinez ? Eh bien, Josh, voici quelques conseils. Parfois, la seule façon d'arrêter une brute est de lui montrer que tu n'as pas peur de te défendre. Mais choisis tes batailles avec soin et ne donne jamais le premier coup de poing à moins d'être prêt à en assumer les conséquences. » Alors qu'elle s'éloignait, Léa réfléchit à combien de choses avaient changé depuis ce jour dans le couloir. Elle avait appris que le respect ne pouvait pas être donné, il devait être gagné. Parfois, cela signifiait endurer les difficultés avec grâce, et parfois, cela signifiait se lever et se battre pour soi-même quand on était poussé trop loin. La fille qui avait autrefois tremblé de peur avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait sa propre force et n'avait pas peur de l'utiliser si nécessaire. Théo Garnier avait déchiré la robe de sa mère, mais ce faisant, il avait libéré quelque chose qui protégerait non seulement Léa, mais tous les autres enfants qui avaient souffert en silence. Le lycée